Lorsqu'on procède à l'affichage d'un poste, on peut recevoir des dizaines voire des centaines de CV. Trouver la perle rare parmi toutes ces candidatures peut alors s'avérer compliqué. Si on ne procède pas de manière systématique, on peut avoir l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le processus de sélection est généralement piloté par une personne qui est responsable de la gestion des ressources humaines. Dans les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale, il s'agit souvent de la personne qui assume la coordination ou la direction générale. Il est généralement suggéré de former un petit comité de sélection en s'adjoignant de membres du conseil d'administration ou des membres de l'équipe de travail. Idéalement, ces personnes devraient avoir une bonne connaissance de l'organisation, du poste à pourvoir et posséder les compétences nécessaires pour faire un choix éclairé. Le comité de sélection a pour principal mandat d'évaluer les candidatures et de formuler des suggestions quant à la personne à embaucher. Ainsi, les membres du comité peuvent être appelés à évaluer les CV qui ont été reçus par l'organisation et à participer aux entrevues de sélection. Notons par ailleurs qu'il peut être utile de consulter les membres du comité quant aux critères de sélection et aux questions d'entrevue utilisées pour évaluer les candidatures. L'analyse des CV peut être effectuée par l'ensemble des membres du comité de sélection ou être déléguée à une personne responsable qui, après analyse, leur transmettra les candidatures qui sont susceptibles de correspondre aux critères d'embauche. Afin d'identifier les candidates ou les candidats qui devraient être convoqués en entrevue, on vous invite d'abord à procéder par élimination en retirant les candidatures qui ne satisfont pas aux exigences minimales de l'offre d'emploi. Mettez de côté les candidats ou candidates qui n'ont pas l'expérience de travail requise, qui ne possèdent pas le degré de scolarité nécessaire ou encore qui ne répondent pas à une condition obligatoire pour l'emploi, par exemple avoir un permis de conduire valide. La façon dont le CV est rédigé peut également vous aider à réduire le nombre de candidatures potentielles. Vous pouvez par exemple choisir de mettre de côté les CV qui comportent de nombreuses fautes d'orthographe ou encore ceux qui adoptent un format inadéquat, surtout si l'emploi en question nécessite que la personne rédige ou présente des documents. Prenez les CV qui restent et tentez de les prioriser de manière à identifier les meilleures candidatures. Portez une attention particulière aux expériences de travail. Dans quelle mesure sont-elles en lien avec le poste affiché? Ces expériences de travail pertinentes sont-elles diversifiées? Son parcours d'emploi semble-t-il cohérent? Arrêtez-vous également sur la lettre de présentation qui accompagne le CV. Elle peut vous fournir de précieuses informations sur les motivations, le parcours professionnel et les qualités de la personne qui postule sur le poste. La lettre de présentation est donc susceptible d'être un élément clé dans l'analyse des candidatures. Il est souhaitable que l'analyse des candidatures réduise au maximum le nombre de personnes retenues pour les entrevues. Si vous ne trouvez pas la personne idéale lors de cette première vague d'entrevues, il vous sera toujours possible de procéder à une seconde vague d'entrevues ou de réafficher le poste. La convocation à l'entrevue est un moment privilégié pour faire certaines vérifications. Ce genre de petites entrevues téléphoniques peuvent éviter de passer des candidats en entrevue inutilement. Si par exemple l'emploi nécessite qu'une personne parle anglais, vous pouvez profiter de l'occasion pour vérifier leur niveau d'anglais en leur demandant de répondre à certaines questions. Vous pourriez également en profiter pour vous assurer que la personne possède un permis de conduire valide si cela est nécessaire pour l'emploi. Lorsque l'offre d'emploi ne présente pas le salaire offert pour le poste à combler, il peut être utile de vérifier les attentes salariales du candidat ou de la candidate avant de l'inviter à l'entrevue. On évite ainsi que le candidat refuse l'emploi proposé pour des questions salariales. Si les réponses du candidat ou de la candidate sont satisfaisantes, on peut alors l'inviter à passer une entrevue. Afin que le candidat arrive prêt pour l'entrevue, expliquez-lui le format de l'entrevue. S'agit-il d'une entrevue individuelle ou d'une entrevue de groupe? Y aura-t-il des mises en situation, des activités de création, des tests, etc. N'oubliez pas de spécifier le lieu de l'entrevue et de déterminer avec la personne la date et l'heure à laquelle la rencontre aura lieu. Pour que les entrevues soient les plus efficaces possibles, il est important que les membres du comité de sélection soient bien préparés. Idéalement, ils doivent avoir pris connaissance de l'offre d'emploi, du CV et de tout autre document transmis par les candidats. On doit également s'assurer que chacun d'entre eux comprenne la grille d'entrevue et les critères d'évaluation qui y sont associés. La grille d'entrevue spécifie les questions qui seront posées aux candidats et aux candidates afin d'évaluer leur capacité à occuper le poste qui doit être comblé au sein de l'organisation. Le CV et les documents fournis par le candidat ou la candidate nous fournissent certaines informations qui peuvent être utiles de valider en entrevue.
Pour ce faire, on peut utiliser des questions fermées dont les réponses consistent essentiellement d'un oui ou d'un non, ou d'un vrai ou d'un faux. Pour approfondir les informations dont on dispose sur les candidats et les candidates, il convient toutefois de poser des questions ouvertes qui les obligent à décrire ou à justifier certaines informations ou certaines décisions. Grâce à ce type de questions, il est possible d'aller chercher des informations supplémentaires qui permettent de mieux apprécier les expériences de travail et les compétences de la personne interviewée. Il est possible d'agencer les questions ouvertes de manière à créer une série de questions complémentaires qui forment un parcours d'entrevue fluide et naturel. Ceci se fait en posant une question ouverte de nature plutôt générale qui est ensuite suivie d'une ou plusieurs questions plus spécifiques. Ces dernières se rapportent généralement à des critères que l'on considère importants à prendre en compte dans l'évaluation des candidatures. Par exemple, on pourrait d'abord demander à la personne interviewée de décrire les principales tâches qu'elle avait à accomplir dans le cadre de son dernier emploi. Si la capacité à utiliser un ordinateur constitue un critère d'embauche important, on pourrait poser une question complémentaire afin de savoir quels étaient les principaux logiciels informatiques utilisés dans le cadre de son travail. Afin de jauger le comportement des personnes interviewées, il peut être intéressant de leur soumettre des questions polarisantes qui les amènent à se positionner par rapport à deux options qui sont fondamentalement différentes l'une de l'autre. Les deux options doivent être présentées comme un choix neutre, c'est-à-dire qu'aucune n'apparaît comme étant objectivement meilleure que l'autre. Par exemple, on pourrait demander à la personne si elle préfère le travail individuel ou le travail d'équipe, ou encore lui demander si elle utiliserait le téléphone ou le courriel pour annuler un rendez-vous. L'évaluation de la réponse du candidat ou de la candidate dépend alors du type d'emploi que vous avez à combler et de vos attentes envers les employés de l'organisation. Une autre bonne façon d'évaluer les compétences du candidat ou de la candidate est de lui poser des questions situationnelles. Ce genre de questions ouvertes invite la personne interviewée à se positionner par rapport à une situation donnée. Il peut s'agir d'une situation fictive ou d'une situation qui se rapporte à ses expériences passées. Par exemple, on pourrait demander à la personne interviewée comment elle composerait avec la plainte d'un usager. Sinon, on pourrait lui demander de nous raconter une situation où il y a eu à gérer la plainte d'un usager. Les mises en situation peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent, comme nous l'avons vu, prendre la forme d'une simple question ouverte ou encore adopter une forme plus pratique ou théâtrale dans laquelle le candidat ou la candidate est appelé à se mettre en action. S'il est important que la personne possède un niveau de compétence particulier, il peut être opportun de la faire passer un test. Par exemple, certaines organisations vont soumettre les candidats à des tests de français ou à des tests pratiques qui portent sur un volet crucial de l'emploi à combler. Il peut s'agir de résumer un texte, de résoudre des problèmes de comptabilité, d'effectuer une tâche informatique, etc. Dans certains cas, on va procéder à des tests de personnalité pour établir un profil de comportement de la personne et s'assurer qu'il concorde avec les attentes de l'organisation. Les lois en vigueur au Québec interdisent toute forme de discrimination à l'emploi qui se base sur la race, l'origine ethnique, la langue, la religion, les convictions politiques, l'orientation sexuelle, le sexe de la personne, son état civil ou son âge, sa condition sociale, le fait qu'elle soit enceinte ou le fait qu'elle vive avec un handicap. Ainsi, toute question se rapportant à ces sujets devrait être évitée car elle pourrait être jugée comme illégale. Toute question qui se rapporte à la vie privée des candidats ou des candidates doit correspondre à des critères qui sont en lien direct avec l'emploi et les tâches à accomplir dans le cadre de celui-ci. Afin d'évaluer les réponses avec le plus d'objectivité possible, il est important que chaque membre du comité de sélection utilise les mêmes critères d'évaluation. Pour chacune des questions, il importe donc d'établir les critères qui doivent être pris en compte pour déterminer dans quelle mesure une réponse est valide ou non. Les questions fermées sont les plus faciles à évaluer car leur validité se mesure par la présence ou l'absence d'un élément donné. Par exemple, la personne a-t-elle, oui ou non, un diplôme d'études secondaires? Il en va généralement de même pour les questions polarisantes qui permettent de voir si les comportements de la personne concordent ou non avec les attentes de l'organisation. Pour l'évaluation des réponses qui comportent davantage de nuances, notamment les questions ouvertes et les mises en situation, il convient d'établir une liste des principaux éléments que l'on souhaite retrouver dans la réponse du participant. Chacun des éléments constituera un critère à partir duquel on évaluera le candidat ou la candidate.
Par exemple, dans une mise en situation où on demande de décrire un bon service à la clientèle, on souhaite que la personne interviewée prenne le temps d'écouter le ou la cliente et fasse preuve d'empathie à l'égard de son insatisfaction, qu'il propose une solution pertinente et qu'il fasse preuve d'autonomie tout en respectant la hiérarchie des responsabilités qui prévaut au sein de l'organisation. Pour évaluer dans quelle mesure la personne interviewée satisfait un critère donné, il peut être utile d'avoir recours à une échelle graduée. Vous pouvez par exemple utiliser une échelle graduée qui propose 5 choix allant de tout à fait à pas du tout. Afin de faciliter l'évaluation, vous pouvez associer un pointage à chacune des options de l'échelle. Ceci permet d'établir un pointage global pour chacune des personnes rencontrées et de les classer les unes par rapport aux autres. Cette façon de faire s'avère particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs candidats et candidates interviewés. Pour en savoir davantage sur la gestion des ressources humaines dans les organisations communautaires et les entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos capsules de formation en bref qui portent sur le sujet. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.